Eh ben on va débuter, si ça vous va. Donc voilà, bienvenue. Je suis Guillaume Laborne, Chief Strategy Officer de Apidemix. Et je suis ravi de vous accueillir pour cette première édition de l'Ad Impact Night. Difficile à dire. Voilà, vous avez le hashtag si vous voulez mettre des informations aussi pendant la présentation. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter, de décrypter les tendances 2024 qu'on a pu identifier avec nos équipes, nos experts. Voilà, on a des intervenants de prestige qui vont commenter aussi ces chiffres. Donc vous allez avoir une série d'interventions avec un éventail assez large finalement de sujets. On va passer de la vidéo au retail média, de la création au cookieless. Ça va être j'espère, hyper intéressant et vous inspirer pour votre quotidien et pour votre travail de tous les jours. En 2 secondes, puisque quand même on va vous présenter des chiffres, l'intérêt c'est de vous parler également un petit peu d'Apidemix, voilà, que vous ayez le même niveau d'information. Donc Apidemix, c'est une solution de mesure de performance publicitaire qui est basée sur l'opinion des individus qui ont été exposés à la campagne. Voilà, notre produit de prédilection, c'est le Brand Lift, et on délivre donc au quotidien des métriques de haut et mid-funnel. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça a créé en termes de connaissances produits, également de préférence pour ma marque, ou de considération ou d'intention d'achat. Voilà, c'est des informations, c'est des métriques très très utiles pour nos clients, pour les annonceurs, qui dépassent l'univers simplement ad-centrique. Et donc qui propose énormément d'informations supplémentaires en termes d'optimisation. Nous, notre ambition chez Apidemix, c'est de faire de ces métriques une forme de no-brainer, qui est capable de les systématiser dans toutes les campagnes, parce qu'on considère que c'est les métriques les plus précieux aujourd'hui pour nos clients. Et donc, on a créé cette plateforme que vous avez sous les yeux. Et donc, c'est une plateforme SaaS. C'est une plateforme où vous pouvez créer des mesures en toute autonomie et sur lesquelles vous avez un dashboard, un rapport analytics qui vous présente les performances de chaque campagne et donc les mesures pour une analyse. On va rentrer aussi maintenant à partir d'aujourd'hui, on peut le dire, dans l'ère de l'optimisation. Donc on va vraiment devenir une forme de standard, de norme sur le marché pour être capable de mesurer les performances de tous les médias et être capable de les comparer entre eux. Donc une vision très granulaire aujourd'hui de vos campagnes. Qu'est-ce qu'a généré chacun des médias et quelle performance et quelle optimisation, quelle contribution à la performance globale de la campagne dans une logique d'optimisation. Donc ça, c'est un format qui arrive sur la plateforme et qui va lancer 2024 et la logique d'optimisation. On va commencer tout de suite avec la première intervention. Arthur, si tu veux bien venir. Alors, on va parler du renouveau pour la mesure d'efficacité publicitaire en 2024. Arthur, qui m'a rejoint, est le cofondateur d'Audion. Donc, c'est une adtech spécialiste de la technologie et de la monétisation de l'audio digital et du podcast. Voilà, il a une double casquette pour nous, puisqu'il a fait quand même 8 ans de conseil digital dans de grandes agences, Publicis, Havas et WPP. Et Audion, aujourd'hui, est présent dans 5 pays. Il travaille avec près de 500 annonceurs et il travaille aussi avec des éditeurs de renom, Spotify, Le Monde, RTL, Deezer, Slat, RMC, voilà, et bien d'autres. Voilà, c'est plutôt impressionnant. Donc, on va lancer un format qu'on appelle Talk. Donc, on va pouvoir échanger sur nos sujets de mesure d'efficacité publicitaire dès maintenant. Donc, ce qui va m'intéresser, Arthur, c'est voilà, ton expérience aussi au niveau de la mesure chez Audion et plus largement ton avis sur le marché. Première question. Voilà, l'audio digital, c'est un média émergent qui est en compétition directe avec la radio, le offline, etc., qui est extrêmement installé. Il n'y a pas d'interaction concrète, mesurable, facilement sur l'audio digital. Finalement, c'est quoi ton enjeu aujourd'hui et qu'est-ce que tu souhaites démontrer à tes clients? Alors déjà, merci pour l'invitation. En effet, l'audio digital, c'est un média qui est relativement nouveau. En tout cas, en termes d'investissement, c'est encore assez petit par rapport à ce qui peut se faire en digital et évidemment en offline. Et on a un petit peu, nous, la double problématique de à la fois
être comparé notamment à la radio, puisque naturellement on est sur le même format qu'est l'audio, mais aussi comme on évolue dans l'univers du digital, on a aussi également des demandes de la part de nos clients, que ce soit agences ou annonceurs, d'être à un même niveau de tracking, d'optimisation qu'on peut avoir par ailleurs sur les formats plus établis comme le display, la vidéo, etc. Donc on a cette double problématique de à la fois prouver qu'on est complémentaire à ce qui se fait notamment à la radio, et en même temps de prouver qu'il y a un intérêt de jouer l'audio digital en complémentarité du mix digital, que ce soit display, vidéo, social, etc. Donc nous, notre sujet, il est vraiment double. Et comme tu disais, on n'a pas d'engagement sur l'audio digital. C'est-à-dire qu'on n'a pas de notion de clic. Le taux de complétion, c'est une data qui est entre guillemets assez faussée, puisque la plupart des audios sont non skippables. Donc en fait, les taux de complétion sont par nature très bons, difficilement optimisable, et c'est très difficile pour nos clients de tirer des enseignements en analysant uniquement les indicateurs médias, donc que ce soit taux de complétion, taux de clic qui est inexistant, et donc finalement on se retrouve à avoir un nombre d'impressions publicitaires diffusées, mais c'est relativement pauvre, encore une fois, en comparaison de ce qu'on peut avoir sur les autres canaux. Donc nous, notre enjeu, il est évidemment à la fois de démontrer l'efficacité de ce nouveau média, ce qui est un challenge en fait pour n'importe quel prestataire qui vend une nouvelle solution, que ce soit format ou média. Donc ça, évidemment, c'est clé. Et donc comment on y arrive ? C'est vraiment en essayant d'amener des indicateurs de performance qui sont moins liés à de l'interaction directe, donc du clic, de la visite sur site, de la mise au panier, mais plutôt sur ce que nous on va appeler une interaction indirecte. Donc en fait, quel va être l'apport de l'audio digital concrètement pour la marque sur des items comme l'intention, sur la mémorisation, etc. etc. Okay. Passionnant. Moi, j'ai envie de te faire rebondir sur un chiffre. Aujourd'hui, c'est 44%. 44%, c'est la part de l'inventaire publicitaire qui est non traçable en France aujourd'hui, parce qu'il y a une absence de consentement, parce qu'il y a des univers sans cookies. Voilà, donc c'est un chiffre qui tourne, qui peut même remonter parfois à 50%. Il faut se rendre compte qu'il y a 6 ans, c'était 100% qui était traçable. Donc c'est une grosse baisse. Comment tu perçois ce changement de modèle ? Qu'est-ce que ça implique pour Audion aujourd'hui dans ton quotidien ? Alors, sur l'audio digital, très concrètement, nous on est assez peu impacté parce qu'on est sur un format qui est entre guillemets pauvre en données personnelles. Et typiquement, il y a quasiment pas de cookies qui transitent en audio digital. Donc, par nature, on a dû aussi trouver des alternatives très tôt, ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que je pense qu'on est préparé à ce qui va nous arriver dès l'année prochaine. Par rapport à ton chiffre, en fait, c'est déjà une réalité parce qu'on parle du cookie-less en 2024, mais comme tu dis, il y a à peu près la moitié des inventaires qui sont non traçables aujourd'hui. Nous, ce qu'on voit de manière macro, c'est qu'il y a quand même 2 gros impacts. Le premier, il concerne vraiment le ciblage des campagnes, notamment sur une base cookie. Déjà, il y a la moitié des inventaires qui sont pas ciblables, entre guillemets, avec de la data cookie. Et le deuxième sujet, il concerne la mesure. Donc concrètement, qu'est-ce que ça va amener à partir de l'année prochaine et même dès à présent ? On voit déjà des annonceurs et des agences qui prennent le pli. Le sujet du targeting, il n'y a pas de solution miracle aujourd'hui. Potentiellement, le contextuel va être aussi une des clés. Quand je vois certaines technologies qui existent sur le marché aujourd'hui, je pense notamment à CTag, parce qu'on a vu pas mal de choses chez eux qui sont extrêmement abouties. Je me dis qu'il y a des choses vraiment à aller chercher là-dessus. Il y a également tout ce qui va concerner la first party des éditeurs, qui est un sujet qui a été pris à bras-le-corps il y a déjà plusieurs mois de cela. C'est des discussions que toi, tu as avec tes éditeurs aujourd'hui, cette first party ? Ouais, parce que la data aujourd'hui, c'est au cœur du réacteur chez eux, puisque la monétisation est très impactée par leur capacité à intégrer de la data tierce, que ce soit celle de l'annonceur ou d'un partenaire data, mais également pour eux à valoriser leurs inventaires en intégrant leurs propres données. Donc une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que l'usage, notamment sur le web, il n'est pas tellement de sloguer pour consulter du média chez des sites éditeurs, même s'il y a des initiatives, ça restera limitant sur des mécaniques de ciblage. Et donc on s'orienterait plutôt vers une solution qui serait une agrégation de solutions de ciblage avec de la first party, avec du contextuel, avec une accumulation de solutions pour arriver sur quelque chose de relativement scalable et qui pourrait entre guillemets pallier ce qu'on avait jusqu'à présent avec le cookie. Okay. Plus largement, on le sait, les annonceurs ils sont dans la course à la performance pour rentabiliser leurs investissements médias. Bon, en particulier en ce moment, le contexte économique, on va dire, fait que ça s'amplifie.
le ROI direct, il était déjà complexe à mesurer. Est-ce que ça veut dire que les métriques doivent changer aujourd'hui, ou pour toi, tu t'en fais un élément fort de ta proposition ? Ouais, alors nous, on n'a jamais été positionné vraiment sur du ROI direct par rapport à l'audio, qui est plutôt considéré, on va dire, mid ou haut de funnel, donc entre guillemets comme un format branding. Donc on est un tout petit moment concerné par ces thématiques-là. Après, ce qu'on voit, c'est sûr, c'est que typiquement le display a un peu moins la cote qu'à une époque. Et aussi, et je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, on se repose la question de qu'est-ce qu'une efficacité au niveau d'une campagne publicitaire. Est-ce que c'est vraiment le last click ou la post-impression qui va me générer un ROI, ou est-ce que finalement, en remontant un petit peu dans la chaîne de valeur et notamment en analysant, en optimisant mes autres formats médias qui sont plutôt mid et haut de funnel, je ne peux pas avoir un impact aussi direct derrière sur les ROI, alors avec peut-être une vision un peu plus agrégée, mais malgré tout, on voit qu'il y a des impacts assez significatifs quand on commence à aligner les deux. Donc finalement, pour toi, c'est une opportunité de peut-être faire changer les métriques qui sont proposées. Aujourd'hui, tu travailles, elle intervient parce que bien sûr, Arthur travaille avec la solution Epidemics. Arriver aujourd'hui avec ces types de métriques qui sont orientées assez marketing finalement, qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui dans ton discours ? Est-ce que ça crée véritablement de l'envie de la part des annonceurs ? Ouais, nous, c'était vraiment une obligation, parce que par défaut, sur l'audio digital, on ne peut pas avoir cette logique de clic, de visite sur site, voilà, de tracking classique, entre guillemets, qu'on a sur le digital, idem sur la complétion ou la visibilité, qui est évidemment un item sur l'audio qui n'est pas forcément pertinent. Et donc, en fait, dès le début, on a voulu, et parce que c'est évidemment essentiel d'amener voilà, de l'insight et de la mesure en fait, à nos clients, on a voulu aussi amener ce type de solution. Donc c'est pour ça que très tôt, on s'est rapproché d'Epidemics, parce que finalement à l'époque, vous étiez les seuls à proposer ce type de mesures-là, qui sont en effet plutôt marketing, donc aujourd'hui qu'on appelle brand lift en effet, et qui permettent vraiment d'amener de la matière et finalement une analyse de la performance de notre canal en spécifique. Donc ce qui est aussi intéressant, c'est que maintenant on peut le jouer de manière transversale, puisque cette mesure-là, elle est assez universelle. On peut le jouer sur un mix digital, sur un mix plurimédia. On peut nous aussi se comparer par rapport à ce que font les autres. Et intrinsèquement, et c'est là où je trouve que ça a énormément de valeur, parce que ça nous amène aussi à grandir en tant que nouveau format, à faire aussi évoluer les mentalités de nos clients, ça permet de tirer des insights très concrets sur nos activations. Donc tu vois un exemple qu'on avait vu ensemble il y a quelques mois de ça, il y a un annonceur qui fait beaucoup de radio et qui vient nous voir pour digitaliser sa communication. Donc jusque-là, standard pour nous. Sauf que, en règle générale, ce qui se passe, c'est qu'en audio digital, on va utiliser l'asset radio, puisqu'on parle d'un format MP3, pour le diffuser tel quel sur le streaming musical, sur les radios, sur le podcast. Et cet annonceur avait quand même un sujet très particulier autour du podcast, notamment. Et on faisait tourner les post-tests et on se rendait compte que l'intérêt ne décollait pas plus que ça avec cet asset radio qu'on diffusait en podcast. Et donc, alors que le ciblage était bon, qu'il y avait beaucoup d'autres indicateurs qui étaient intéressants, mais l'intérêt de la marque et de la création publicitaire de la part des auditeurs n'était pas franchement très bon. Et donc, on s'est posé avec l'agence et l'annonceur sur cet aspect, on va dire, créativité, et de se dire, l'asset radio, il n'est pas adapté à une consommation de podcast parce que l'expérience auditeur, elle est différente, parce qu'on a plus d'intimité quand on écoute un podcast, c'est une consommation individuelle qui est souvent au casque, sur mobile, etc. Et donc, on va réorienter la narrative du spot avec quelque chose d'un peu moins pushy, donc c'est-à-dire moins de jingle, un peu moins de répétition, quelque chose d'un peu plus soft, on va dire, dans l'approche créative. Et donc on a réalisé cette création qui était vraiment adaptée pour le format du podcast. Et quand on a fait tourner le test, là derrière, on a vu plus 20 points d'efficacité sur l'intérêt de la création publicitaire. Et on en revient en fait à ces items-là, c'est-à-dire que on va vraiment reprendre le contrôle sur la chaîne de valeur et arrêter d'être en mode un peu autopilote, et la data va vraiment nous permettre de tout traquer en fin de funnel. Je pense qu'il y a des impacts énormes qu'on peut avoir en regardant des items aussi simples que est-ce que ma créa est adaptée, par exemple. Et nous, on l'a vu très concrètement grâce à ça. On a vu, je confirme, on a vu des chiffres assez impressionnants là-dessus, et sur cette créa qui était complètement adaptée finalement aux médias. Pour te lancer sur un sujet
voilà, on voit que finalement les formats, les médias, tout devient plus éclaté, etc. On a une variété de choses qui se développent. Et en même temps, pour répondre à ça, le marché tend à aligner les modèles. Par exemple, je prends un exemple, l'achat vidéo CPM sur tous les écrans, hein, donc qui pourrait arriver en télé d'ici 2025. Donc c'est un sujet de discussion. Est-ce que tu penses que cet alignement sur la mesure, c'est quelque chose de réaliste? Avoir cette logique d'alignement, enfin cette mesure unifiée finalement sur tous les médias, c'est quelque chose qui peut arriver et qui apportera de la valeur au marché? Alors la bonne nouvelle, c'est que le digital déteint sur l'offline, notamment sur la mode d'achat. Sur la mesure, en fait, la réponse, elle est double. C'est-à-dire que d'un côté, je pense qu'en effet, il faut avoir une mesure un peu unifiée, notamment pour les grands annonceurs qui sont plurimédias et qui ont besoin justement d'avoir du rationnel en fonction des leviers qui vont être activés. Et de l'autre côté, j'ai envie de dire aussi, chaque média est quand même assez spécifique et je pense qu'il y aura malgré tout besoin d'avoir une mesure directe par levier parce que concrètement, analyser une campagne audio digitale, c'est pas la même chose qu'analyser une campagne télé. Donc, ma réponse est double. Ouais. Oui, on va vers plus d'unification parce que c'est la suite logique de l'histoire et notamment parce que les achats sont de plus en plus digitaux, programmatiques. On arrive aussi de plus en plus à les opérer au sein d'une seule et même console. Donc il y a une vraie logique de productiviste au niveau de la mesure à ce niveau-là. Et de l'autre, si on veut vraiment être efficace et jusqu'au boutiste, il faut quand même analyser les spécificités de chaque média avec des items adaptés. Ok, très clair. Et pour conclure, je vais essayer d'ouvrir un petit peu le débat, le sujet au global, mais voilà, on est dans une période finalement assez chamboulée au niveau du média publicitaire, pour cette histoire de cookies et d'autres. Finalement, c'est une période charnière, mais c'est également de l'opportunité. Comment tu vois l'orientation que doit prendre le marché publicitaire là, dans les mois, les années à venir ? Alors c'est une vaste question, mais elle l'est. Mais nous, ce qu'on voit, c'est que, d'une manière générale, on a quand même le sentiment que le marché n'est pas tout à fait prêt à la fin du cookie. Donc, ça, c'est déjà le premier point. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, ça va nécessairement obliger, mais vraiment de manière collective, à repenser le modèle de manière fondamentale. Et moi, mon point de vue personnel là-dessus, c'est que on va arrêter d'être en mode autopilote avec la data qui est la réponse magique, que ce soit sur le ciblage, le tracking, etc., pour finalement prendre plus de hauteur, alors avec peut-être moins de granularité, mais avec des logiques plus grande masse, mais avec aussi une capacité à mesurer ces grandes masses qui sont en fait les différents blocs de la chaîne de valeur et à vraiment aller plus en profondeur sur l'optimisation et se reposer la question de est-ce que cet élément-là, il est vraiment adapté, est-ce qu'on peut l'optimiser et quel va être l'impact finalement en bas de funnel par rapport à ça. Je parle de la créativité parce que nous, ça nous touche particulièrement sur l'audio digital. Nous, on se bat quotidiennement avec nos clients pour ne pas utiliser les spots radio qui sont un peu compliqués à la diffusion de digital et de vraiment de repenser la création publicitaire. C'est pas rocket science, hein, mais c'est vraiment quelque chose d'assez fondamental. Je pense évidemment le media planning, ça va être aussi un élément hyper important. Aujourd'hui, il y a d'ailleurs le rapport de Anna qui est sorti là, cette semaine qui dit qu'en moyenne, aux États-Unis, une campagne display tourne sur 44 000 sites en moyenne. Donc, autant vous dire que le media planning, il est vraiment drivé par la data. Je pense que voilà, le contexte, le côté premium des éditeurs, c'est quelque chose qui va revenir en avant. Et moi, je suis quand même aussi plutôt favorable au fait que l'indicateur de performance aujourd'hui, il est très drivé par le ROI, le ROAS, donc vraiment fin de funnel. Mais finalement, si on prend de la hauteur, c'est quoi la valeur qu'on va dégager sur une campagne publicitaire? Est-ce que c'est se dire qu'il y a plus de gens qui sont allés sur le site? Est-ce que c'est vraiment des logiques de productivité sur des coûts de CPM, sur des coûts de GRP, si on parle de offline? Ou est-ce que finalement, la vraie valeur qu'on va amener, et si on veut construire sur le long terme, ils ne sont pas plus sur des indicateurs de marque ou des indicateurs plus largement marketing qui permettent vraiment de travailler en profondeur le message, la communication, les audiences cibles, que ce soit les clients, les prospects, la plus-value que la marque a à offrir à ses clients. Et je pense que tous ces éléments-là, ils nécessitent d'être travaillés spécifiquement avec évidemment les bonnes mesures et derrière avec les différents acteurs qui font
toute cette chaîne de valeur. Et typiquement, des gens aujourd'hui qui font de la création publicitaire ne sont pas du tout dans les réflexions autour de la data, le ciblage ou la mesure. Je pense que demain, ce sera beaucoup plus le cas. Idem pour les agences médias. Il va y avoir aussi un travail qui va être, à mon avis, beaucoup plus poussé au niveau des contextes de diffusion, du media planning, pour être un peu moins dépendant de la data, mais peut-être remettre aussi... alors, de l'intelligence entre guillemets, mais que ce soit de l'IA ou de l'humain, mais recentrer un petit peu les efforts sur ces éléments-là, avec une vision un peu plus globale. Ouais. Donc ce retour aux fondamentaux, c'est l'opportunité pour le retour aussi de l'opinion, le déclaratif des gens qui sont les premiers concernés, c'est-à-dire les gens exposés au message. Ouais, c'est ça. Je pense que, nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on est encore challengé sur des taux de visibilité en audio ou des taux de clics qui n'existent pas. Aujourd'hui, la plupart des acteurs qui notamment font du programmatique sont omnibulés par des KPI médias qui, en plus, peuvent être parfois un peu faussés, puisque typiquement la visibilité, c'est un pixel qui s'affiche sur une page. Est-ce que fondamentalement, c'est ça la valeur qu'on veut dégager après une campagne publicitaire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce retour à fondamentaux, il va être hyper intéressant parce que on va vraiment se reposer les bonnes questions de c'est quoi une bonne campagne publicitaire? Peut-être quelque chose qu'on avait un peu perdu ces dernières années. Et une bonne campagne publicitaire, c'est un bon message diffusé au bon moment à la bonne personne. Alors ça fait un peu tarte à la crème dit comme ça, mais le fait qu'on ait moins de data, ça nous oblige aussi à repenser ça et à le faire de manière un peu plus réfléchie. Merci Arthur. Merci Guillaume. Merci Guillaume et Arthur. Et pour la prochaine intervention, on va accueillir Nikhil de Dailymotion Ads et Hugo de Epidemix. Merci. Merci Virginie. Alors moi je vais démarrer par un peu de contexte. Est-ce qu'on a besoin déjà de rappeler ce que signifie l'attention? Je pense que pour une fois que dans la publicité, dans la mesure publicitaire, on a un terme qui se parle de lui-même, je pense qu'on va en profiter. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de noter qu'aujourd'hui, ce sujet de l'attention et de la mesure de l'attention, il est sur toutes les lèvres. On en a beaucoup entendu parler cette année, on en entend encore de plus en plus parler en cette fin d'année. Pourtant, si on prend un peu de hauteur, finalement, est-ce que l'essence même de la publicité, c'est pas de capter l'attention et derrière de générer quelque chose, générer une vente de façon assez basique? Je pense que oui. Mais si je voulais disserter un peu, je pourrais dire que de tout temps, le publicitaire a voulu capter l'attention. Mais je pense pas que j'ai le temps de disserter. En tout cas, aujourd'hui, ce sujet, il émerge beaucoup parce qu'il est poussé par un contexte particulier. Il y a un contexte forcément avec une grande émergence d'énormément d'acteurs sur le marché et d'énormément de nouveaux médias, où il y a des nouveaux médias en tout cas qui émergent et qui ressortent du lot. On peut parler de l'in-game par exemple, ou même du retail média dont on parlera tout à l'heure. Et puis il y a un contexte aussi particulier qui est la fin annoncée, enfin je sais pas, mais du cookie tiers, qui pousse aussi forcément ce sujet sur le devant, et on aura également l'occasion de parler du cookie-less tout à l'heure. Vous avez vu, c'est hyper bien ficelé tout ça. Trêve de bavardage, je pense qu'on peut effectivement commencer. En tout cas, chez Epidemix, on a un œil sur ce sujet depuis quelques temps déjà, puisque si on regarde de façon assez basique les données de nos brand lifts, de l'ensemble de nos brand lifts depuis début 2022 jusqu'à Q3 2023, donc jusqu'à quasiment cette fin d'année, on voit qu'on a une baisse constante du niveau d'intérêt et également du taux de mémorisation auprès des personnes exposées aux publicités, qui sont intérêt et mémorisation, qui sont deux indicateurs concevés, qui sont étroitement liés à ce sujet forcément d'attention. Donc on pourrait se dire, les gens en ont marre, il y a un certain rejet de la publicité. Ce n'est pas forcément le cas, puisque si on regarde à l'inverse ce KPI d'agrément, donc qui est le fait d'aimer ou non une publicité, il fluctue, mais en tout cas il reste assez stable. Donc le problème il est ailleurs, et c'est pour ça qu'on a identifié qu'il y avait un vrai sujet, en tout cas une vraie problématique autour de cette attention-là. Et si on regarde un peu plus dans le détail, on sait que l'intérêt il va être statistiquement corrélé directement à l'intention.
Donc l'intention, ça peut être l'intention d'achat, mais ça peut être aussi l'intention de télécharger une application, de tester un produit, etc. Mais c'est un KPI vraiment d'impact. Et c'est là où c'est un peu plus contraignant, c'est que cette baisse d'intention, finalement, ça va générer moins de ventes et ça va avoir un impact assez négatif, en tout cas potentiellement sur les ventes d'une entreprise. Si on regarde en revanche en détail ces deux indicateurs, cette fois-ci auprès des mesures Dailymotion, on voit que Dailymotion finalement c'est un acteur qui pour le coup se démarque positivement sur ce sujet-là et qui va creuser l'écart sur ces deux indicateurs via donc la vidéo online. On va reprendre du coup les deux indicateurs d'intérêt et de mémorisation. Et si on regarde sur l'ensemble des mesures de Dailymotion de janvier à octobre 2023, on a un intérêt et un taux de mémorisation qui sont très positifs et qui sont en tout cas pour l'intérêt, à plus de 10 points au-dessus de notre benchmark, et pour la mémorisation, à plus de 5 points au-dessus de notre benchmark. Donc ces deux indicateurs au global baissent sur l'ensemble du marché, et chez Dailymotion, ça reste stable, voire ça augmente. Donc c'est plutôt quelque chose de positif, et forcément, comme vous l'avez compris, et comme vous m'avez tous parfaitement écouté, c'est directement corrélé ici à l'intention, et chez Dailymotion, on n'a pas de baisse de l'intention, mais en tout cas, on a une intention qui est stable ou qui est en hausse, et en tout cas qui est au-dessus de la moyenne, donc au-dessus de notre benchmark. Donc on a des résultats au global qui sont quand même très positifs. Je vais laisser du coup maintenant la parole à Nikhil qui va vous expliquer comment lui et ses équipes du coup traitent ce sujet et comment ils arrivent un petit peu à rester comme ça au-dessus du marché, en tout cas sur ces sujets-là. Merci Hugo et merci à l'équipe pour l'invitation. D'abord, avant que je présente nos solutions et qu'est-ce qu'on fait chez Dailymotion Advertising autour de la sujet d'attention, j'aimerais commencer avec une petite histoire. Oui, c'est bon? Allô? Oui, c'est bon. J'aimerais commencer avec une petite histoire. Vu que je suis indien, c'est une histoire qui vient de Inde. À l'époque, dans les années 1858, quand on était en colonie anglaise, il y a eu un moment où dans notre ville capitale qui s'appelle Delhi, il y a eu une population énorme de serpents. Et la colonie anglaise, ils ont mis en avant une loi que la personne qui arrive chez nous avec la corpse d'un serpent, on va lui donner une petite prime. Et l'idée de base, c'était qu'on va utiliser, la prime va donner les gens plus la vie pour aller chercher des serpents, de la tuer, et comme ça la population va réduire. Et donc le gouvernement, il trouve le programme génial, il y a un KPI qui est défini et il commence à l'optimiser. Et après un moment, on voit, après 6 mois, le gouvernement, il regarde le bilan. Ils ont fait encore des autres questionnaires, des autres surveys pour identifier que, OK, ils ont perdu un peu d'argent grâce à la prime. Par contre, la population des serpents, ça ne réduit pas. Ça commence à augmenter. Et quand ils ont commencé à faire des recherches, il y a eu des gens, des entrepreneurs, qui ont identifié une manière d'aller chercher l'argent parce qu'ils ont commencé de garder les serpents et avoir-la chez eux et augmenter la population. Comme ça, ils peuvent avoir des serpents chez eux, la tuer et aller chez le gouvernement et faire ça. Et cette petite histoire, à la fin, c'est une loi qui s'appelle la loi de Goddard. Et la loi de Goddard, ça dit que quand une métrique, ça devient un KPI et on commence de l'optimiser en aveugle, ça ne reste pas une métrique qui est importante. Et c'est un peu ça qu'on voit dans le monde des publicités vidéo. Il y a plein d'acteurs qui commencent à optimiser la visibilité, le taux de complétion, sans avoir l'aspect, qu'est-ce qui se passe et les bénéfices pour les annonceurs. Et donc l'année dernière, quand on a commencé le sujet d'attention, il y a plein d'acteurs qui parlent de KPI d'attention, les différentes manières, il n'y a pas une norme. On a décidé qu'on va essayer de ne pas utiliser attention comme une KPI, mais plutôt une stratégie. Et on va essayer de le mettre en avant sur les différentes étapes qu'on voit dans la vie d'une campagne. Donc la partie planning, la partie optimisation. Et enfin, il y a toujours besoin de faire une mesure. Mais la mesure, on va faire en utilisant, en prenant en compte l'impact de la marque et c'est quoi les objectifs d'une campagne.
Et donc, j'avais essayé de partager. Donc, Hugo a mentionné qu'on travaille bien sur la partie mémorisation et l'intérêt. Il y a des facteurs importants parce qu'on a essayé de mettre en avant l'aspect d'attention, tout d'abord dans la partie des creatives. Vu qu'on a notre plateforme et on a notre player, on a tout en main avec notre équipe studio qui essaye de travailler sur les formats qui sont plus interactifs, plus engageants. Et ce type de format, ça permet d'avoir un taux de mémorisation qui est beaucoup plus important. En plus de ça, on travaille beaucoup sur le ciblage contextuel. Et je pense, ici, on a essayé d'éviter et nous préparer pour le futur. Aujourd'hui, on utilise toute la donnée qui existe chez Dailymotion pour essayer de comprendre nos vidéos dans la plus granulaire manière possible, en utilisant le pouvoir de Big Data et des algorithmes qui analysent l'audio, le visuel et le sémantique intérêt. Et enfin, on est capable d'identifier plus de 700 cas topics associés avec nos vidéos. Et cette compréhension fin nous permet de faire les ciblages contextuels qui sont plus adaptés avec les campagnes que les clients sont en train de faire. La deuxième chose, on a développé le pouvoir de nos solutions first party. On a toujours fait des études de comportement et ça nous permet d'identifier des ciblages intentionnistes, les comportements, les intentions et les attitudes qui sont durs à mesurer grâce à juste le ciblage contextuel. Et cette amalgamation de ces deux techniques nous permet d'avoir des résultats. Enfin, l'idée, c'est vraiment, je dis chaque fois qu'une étude brand lift, ce n'est pas la fin d'une campagne. Pour moi, c'est le commencement de la prochaine campagne et c'est ça qu'on voit dans cet exemple ici. On a bossé avec un client où on a utilisé le format interactif qui nous permet d'avoir une bonne attribution et une bonne image de marque. Par contre, dans la première vague, grâce à l'étude, on a identifié qu'on n'est pas très bien performé sur la notion d'agrément ou la considération. Et c'est où qu'on a identifié qu'il y a un problème qui existe avec le ciblage. Et en utilisant les aspects de ciblage contextuel et fait un ciblage qui était axé sur des intentionnistes, on a réussi dans la deuxième vague d'optimiser la campagne et arriver dans un agrément et la considération. Et l'output de cette petite cas, c'est vraiment qu'on peut aller chercher des bonnes cibles si on juste prend en compte leur centre d'attention et aussi utiliser les contextes. Et enfin, au lieu d'aller mesurer l'attention, un brand lift nous permet d'adapter les KPI qui sont importantes pour le client, qui sont importantes pour la mesure et les objectifs d'une campagne. Le deuxième truc qu'on a fait, c'est vraiment, on a essayé encore d'adapter et création d'un marketplace. L'idée de faire un marketplace, c'est comment on optimise nos campagnes autour de la KPI d'attention, ou enfin, au lieu de mesurer l'attention post-campagne, grâce à notre partenariat, on fait un audit chaque jour de tout notre inventaire qui nous permet d'adapter pas seulement la visibilité, mais aussi les KPI différents, type le trafic, la qualité de trafic, est-ce que la pub était en train d'être vue, etc. Et grâce à ces différentes créations de marketplace, ça nous permet de trouver les meilleurs inventaires sur lesquels un pub peut être diffusé. Ces résultats d'une campagne, c'est encore une expérience interactive, mais cette fois, on a aussi appliqué la notion d'optimisation des créatifs pour une marque d'automotive. Ça nous permet d'identifier et livrer la pub avec un message qui était clair, qui était diffusé dans les meilleurs endroits. Et ça, on peut regarder en termes de résultats. C'était une de nos meilleures campagnes qu'on a faites avec Happydemic cette année, en termes de mémorisation, mais aussi la clarté, l'attribution et les perceptions que ça peut générer. Et donc, trouver de bons endroits grâce à les big data et aussi la mesurer grâce à des études brand lift nous permet de savoir c'était quoi l'impact d'attention qu'on a généré pour nos clients. Il y a un exemple que je donne chaque fois à mes clients, c'est que la génération d'attention, ce n'est pas dur. Si je commence à danser ici, je peux générer très bonne attention, mais est-ce que ça va laisser un bon impact? Je ne pense pas. Et enfin, ce type de KPI et le fait de pouvoir d'un brand lift, c'est vraiment aller travailler sur l'image et la perception qu'on peut générer. Et c'est où que je pose Hugo la question que comment vous, c'était mon dernier slide, mais c'était plus en question de Hugo, que comment vous avez développé
cette template qui était dédiée pour l'attention et comment ça arrivait dans vos mindsets. Ouais, merci. Je pense que si tu danses, on peut générer beaucoup d'impact. Ouais, non, notre réponse à nous, elle est cohérente à ce que Nikhil vient de dire, c'est qu'on n'a pas du tout voulu traiter l'attention comme un simple KPI, on trouvait ça un peu réducteur. Donc on a utilisé des KPI déjà existants chez nous, sur lesquels on peut se baser, sur lesquels on a énormément de données pour fournir du benchmark et énormément de recommandations et d'insights, pour créer du coup un template adapté qui répond à ce besoin. Les KPI, vous les retrouvez ici, et ce template, vous pouvez le retrouver directement sur notre plateforme. Forcément, il y a en majorité des indicateurs qui sont liés au diagnostic créatif, puisque générer une bonne attention et capter l'intention, ça passe avant tout aussi par la créa. Donc on va vérifier qu'elle est suffisamment claire, qu'elle est bien attribuée à la bonne marque, parce que ça serait dommage de capter l'attention pour une marque concurrente. Et puis surtout qu'elle va générer une bonne perception. Et puis derrière, comme on en a parlé déjà, comme j'en ai parlé déjà en début de présentation, l'idée derrière, ça va être de générer de l'intention. Et ici, on a voulu se focaliser sur une intention très spécifique qui est l'intention d'achat. Donc voilà. Donc avec ce template, on répond aujourd'hui aux besoins de Dailymotion et peut-être aux vôtres demain. Donc en tout cas, n'hésitez pas à vous rendre sur la plateforme pour découvrir ce template qui existe déjà et qui génère en tout cas chez nous de très bons résultats. Merci beaucoup. Merci. Nikhil, Hugo, merci beaucoup. Pour la prochaine intervention, on va parler cookieless avec Christophe Bis d'Augury et Raphaël d'Apidemix. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Je viens d'allumer le micro, je ne sais pas s'il fonctionne. Je pense que oui. Très bien. Je t'entends très bien. Enchanté, je suis Raphaël, expert Insight Apidemix, et aujourd'hui, si je suis devant vous, c'est pour vous parler cookieless. En tout cas, disparition des cookies, de manière un peu plus précise. Comme vous le savez, je ne vous apprends pas grand-chose, mais la prophétie de Google concernant la disparition des cookies se veut de plus en plus réelle. Cette disparition, qui risque de s'engendrer à partir de janvier prochain, à peu près jusqu'à juillet, va impacter énormément d'acteurs sur le marché, qu'il s'agisse d'acteurs publicitaires classiques, régies et agences, ou acteurs de la mesure, dans lequel Apidemix s'inscrit ici. Le problème pour Apidemix avec la disparition des cookies, c'est qu'une partie de notre méthodologie se base sur les cookies tiers. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de retargeter certains de nos répondants pour pouvoir avoir des données sur de l'exposition réelle. Et donc aujourd'hui, la question se pose de comment est-ce qu'on peut se débrouiller pour continuer à faire du retargeting sans avoir l'usage de cookies tiers. Niveau agence et niveau régie, on a certains acteurs qui parviennent aujourd'hui très bien à faire du ciblage, à se démarquer sans avoir à utiliser des cookies tiers. Pour ne citer que, Augury et leur stratégie de Personified Advertising parviennent parfaitement à se démarquer à ce sujet. Pour illustrer un petit peu tout ça, on va parler, pour la slide juste après, on va parler d'intérêt, qui a déjà été mentionné par Hugo à la présentation juste avant. Pourquoi est-ce que je parle de l'intérêt? Parce qu'il s'agit ici d'un indicateur qui est ambivalent. Il permet à la fois de mesurer une capacité de la campagne à être perçue comme assez agréable pour être perçue comme assez intéressante, mais il y a une partie très importante de ciblage. Évidemment, une campagne va être perçue comme beaucoup plus intéressante auprès d'une population qui est plus pertinente. Concernant Augury, on constate ici que nous avons plus 8 points de performance générale versus notre benchmark. Ce que ça signifie, c'est qu'on arrive, à travers les brand lifts menés avec Apidemix par Augury, à avoir une perception d'intérêt de manière générale largement supérieure à notre benchmark, et ce, sans avoir à utiliser de cookies tiers. De manière un petit peu plus générale, et pour un peu empiéter un tout petit peu sur les plates-bandes de Christophe avant qu'il ne prenne la parole, nous savons que le déclaratif, la place du déclaratif est assez importante dans le Personified Advertising, mais aussi dans la nouvelle méthodologie Apidemix, qui servira à prendre le relais sur la stratégie actuelle des cookies tiers, que je vais vous aborder un petit peu plus tard. Mais avant de parler de ça, je vais d'abord laisser la parole à Christophe pour nous présenter un petit peu plus en détail la stratégie de Personified Advertising menée par Augury. Merci Raphaël. D'abord, merci de m'avoir invité. Je suis ravi d'être ici ce soir. Je suis ravi aussi de voir ce chiffre que j'ai découvert il y a quelques jours. Et donc,
Celui-là, on va en reparler, on va se permettre de l'utiliser. Et finalement, oui, c'est vrai que nous, il y a 3 axes sur lesquels on travaille en fait en anticipation de la disparition des cookies, et ça fait 2 ans qu'on bosse dessus. Donc c'est pas un sujet nouveau, et pour être prêt, vaut mieux l'anticiper. En fait, c'est la créa, les insights, parce que la disparition des cookies, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de data. Ça veut dire qu'il faut aller chercher notre data et fonctionner différemment. Mais finalement, c'est aussi pour le bien-être de l'utilisateur qu'on a un petit peu trop traqué ces dernières années et avec lequel on a un petit peu abusé de sa donnée. Et ça, c'est bien aussi de remettre les pendules à l'heure dans l'équilibre entre la relation qu'un consommateur va avoir avec les marques. On n'a pas tous envie de dire ses données socio-démo, ses revenus, sa composition familiale, ses passion points à une marque comme, et alors j'ai en cité une au hasard, Coca-Cola, mais c'est vraiment au hasard, ça aurait pu être une autre. On veut juste boire du Coca-Cola et donc ça va s'arrêter là. On n'a pas forcément envie de tout dévoiler face à une marque, et c'est bien de rééquilibrer aussi et de limiter la collecte de données. Donc c'est de la donnée, mais une donnée différente, et à la fin, c'est aussi le diffuser sur un inventaire qualitatif. Mais je dirais ce qui est le plus important, et ça va faire tout de suite le lien avec la relation qu'on peut avoir à Epidemics, c'est d'être capable de le démontrer au travers d'acteurs tierces qui vont venir mesurer justement les performances et donner une vision externe ou au moins neutre de la performance qu'on a pu dégénérer sur la campagne. Nous, aujourd'hui, chez Epidemics, cette année, on va faire à peu près 120 brand lift, donc ça commence à devenir pas mal. On en fait partout dans le monde. On aimerait, un petit message au passage, en faire un peu plus aux US. On attend avec impatience. Mais en tout cas, en Asie, par exemple, ça marche très très bien. Et c'est un gros marché. Au Japon, vous ne pouvez pas faire une campagne sans avoir de brand lift. Et donc, c'est essentiel d'avoir des mesures externes qui permettent de voir l'impact que peut avoir une campagne au-delà de ses propres KPI qui peuvent être du clic, et on est tous sur le clic, et on a été gavé sur le clic, la vidéo vue, c'est bien, mais c'est bien aussi de dire, ben voilà, on est capable de mesurer l'impact. Alors si on va dans les autres slides, en fait, en termes de créa, et là je vais pas m'attarder, en fait, il faut avoir des créas qui capturent l'attention. L'attention, c'est bien dans le concept. Ce que ça en est aujourd'hui, par contre, je suis un petit peu plus sévère sur le sujet, parce qu'il n'y a pas de standard. Et comme il n'y a pas de standard, en fait, chacun y va de sa petite définition. Et vous pouvez avoir la même campagne avec 2 mesureurs d'attention. Vous aurez des performances diamétralement opposées. Là, à la rigueur, ça peut se comprendre parce qu'ils vont vous expliquer qu'il y en a un qui fait de l'eye tracking, que l'autre, il réfléchit sur la façon dont l'utilisateur va être exposé. Et tout ça, ça relève de grandes sciences. Mais ça devient plus embêtant quand sur le même mesureur et que vous mesurez sur les mêmes placements, vous avez aussi des résultats diamétralement opposés. Ça veut dire que là, on est dans la martingale, qu'on est encore sur une techno de garage. Il n'y a pas de gens de l'humaine ici, enfin je sais pas. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, ce n'est pas encore une techno qui est prête. Or, le brand lift, c'est quelque chose qui est, qui a quand même quelques années, qui en plus a le mérite de demander l'avis de l'utilisateur et pas d'extrapoler ce qui pourrait être son avis. Et donc, au moins, c'est une mesure qui est pertinente à mesurer. Donc, il faut des créas. Ensuite, après, nous, on a divisé le marché en 3 grands segments. Alors, il y a les wall gardens. Donc, eux, ils sont là, ils sont grands, ils ont beaucoup d'audience, donc eux, ils ne vont pas disparaître. Mais par contre, ils vont devoir quand même faire un petit peu différemment parce que la disparition des cookies tiers, ça va leur empêcher d'aller trop loin en dehors de leur propre plateforme. Et ça, c'est bien. Ensuite, il y a les traditional players. Alors, nous, on a été dedans pendant 5 ans. Et on va se le dire, honnêtement, chez Augury, les ID et les cookies, on était les rois du monde. On en avait plus d'1 milliard. En 7 ans, on en a collecté plus d'1 milliard. Avec le consentement de l'utilisateur, parce que ça a toujours été le préambule à toute collecte de données. Et je peux vous assurer qu'on se coupe un bras quand on se dit finalement ça c'est la fin, il va falloir se réinventer. Et donc il faut du temps. Il faut du temps et il faut vraiment penser les choses différemment et arrêter de s'accrocher à des hypothétiques ID, quand bien même il y a des acteurs qui disent qu'ils vont faire de la réconciliation d'ID. Je ne suis pas sûr que ça va être scalable, parce que de toute façon, à la fin, si vous avez en face de vous un Apple, ils coupent la source et c'est terminé, et circuler, il n'y a rien à voir, et eux, ils ont déjà fait le ménage. Si vous ne voulez pas être traqué sur iPhone, ils vous posent la question, c'est pas un consent tarabiscoté, c'est un truc, c'est direct, vous dites oui ou non, 96% des gens disent non. Donc comme quoi, quand on le demande simplement, les gens le comprennent, et la réponse, elle ne se fait pas tarder. Donc il était important pour nous de complètement se réinventer. Et donc en fait, on s'est réinventé en devenant une solution complètement ID-less, cookie-less, et en protégeant l'utilisateur, tout en étant capable d'aller qualifier des audiences. Mais comment on allait les qualifier ? En fait, on s'est un peu réinventé. Si on va
dans l'autre slide, en fait, on s'est un peu réinventé, c'est-à-dire qu'au lieu de qualifier des utilisateurs, on a qualifié des placements publicitaires. C'est-à-dire qu'on a projeté la donnée des utilisateurs sur les placements publicitaires. On s'est dit le placement publicitaire, c'est pas une personne. Et en fait, par contre, ça voit beaucoup d'utilisateurs. Et au lieu de lui exposer de la pub, on va lui poser des questions. Et on va faire un truc qui est pas tout jeune, c'est qu'on va lui poser des questions, un petit peu ce que vous faites finalement dans le cadre des brand lift. Et on va leur demander si, par exemple, ils sont intentionnistes d'achat d'un véhicule. On va leur poser plein de questions. Et on va qualifier l'inventaire publicitaire mondial. C'était très ambitieux. Hein. Ça a d'ailleurs coûté très cher. En plus d'être ambitieux. Et en fait, on a été très innovant en déployant des centaines de millions de surveys partout dans le monde pour justement être capable d'aller comprendre un petit peu quels étaient les centres d'intérêt des utilisateurs. Mais bien évidemment, cette donnée, il faut la rafraîchir en permanence. Donc en fait, c'est en permanence qu'on est obligé de diffuser des questions partout dans le monde. On va s'arrêter là. Là, on est début décembre, on s'est arrêté parce que les coûts d'inventaire sont un peu devenus délirants. Donc, on va mettre une pause et on va repartir en janvier quand les prix seront devenus normaux. Mais en gros, c'est un processus de collecte de données qui nous coûte cher. Mais pour nous, c'est un élément extrêmement différenciant qui va nous permettre d'enrichir la sémantique. Parce que la sémantique, on en fait aussi. Mais la sémantique, pour nous, en fait, c'est facilement réplicable. Vous prenez 10 ingénieurs, 6 mois de boulot, et finalement, vous avez une solution de sémantique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes qui vont permettre d'accélérer, et c'est plus différenciant. Et finalement, à la fin, si tout le monde fait de la sémantique, les algos, c'est à peu près les mêmes, et tout le monde va cibler sur les mêmes inventaires, et ça va devenir compliqué. Donc, c'est très bien, la sémantique, mais on a voulu se différencier, effectivement, avec des surveys qui nous permettent d'aller plus loin et de qualifier des inventaires, par exemple, type gaming, parce qu'il ne faut pas oublier que le gaming, par exemple, un acteur comme Voodoo a plus d'audience que Facebook. Qui est une boîte française d'ailleurs, Voodoo, enfin française bien investie par les Chinois, mais qui fait du game et qui va nous apporter un inventaire et qui, si on arrive à le qualifier, finalement, ça va nous permettre de diffuser les campagnes. Alors, si on passe, qu'est-ce que l'on va faire? On va qualifier en fait les audiences pertinentes par rapport aux enjeux de nos clients et la cible que nos clients veulent toucher. Ensuite, avant de lancer la campagne, en fait, on va leur donner des insights par rapport à ces audiences-là. Et donc ça, la qualification de l'inventaire, ça nous permet aussi d'avoir des insights. On va diffuser la campagne, on va optimiser la campagne avec des algorithmes d'optimisation. Et en post-campagne, on va aussi être en mesure de leur livrer aussi des enseignements sur quelles ont été les meilleures performances de leur campagne. Et, très important, c'est là que le partenariat avec Apidemix est super, super important, on va être capable de le démontrer avec un acteur tierce qui va venir mesurer et confirmer tous les éléments qu'on aura pu rendre à nos clients. Et c'est vrai que nous, on n'a pas la vocation, on n'a pas les prétentions d'être la currency. Donc en fait, on ne sera jamais la currency sur du brand lift parce que ce n'est pas notre métier et qu'en plus, s'auto-mesurer, c'est un peu facile. Et donc, avoir un acteur qui nous permet de le faire partout dans le monde, c'est hyper intéressant et surtout, ça vient créer la confiance avec nos clients. Donc voilà, et si on va ensuite sur les autres slides, ce qui est aussi important, c'est d'être capable d'avoir un cadre de diffusion qui soit pertinent, premium, diversifié. Là, c'est celui qui est plutôt représentatif sur la France, mais on en a bien évidemment partout dans le monde. Et donc, être capable d'avoir cette diversité d'inventaire. On a un reach qui est aujourd'hui mondial. Et si je devais, voilà, pour conclure rapidement, nous, en fait, l'attention, c'est quelque chose qui est dans nos esprits au quotidien, non pas au travers des mesureurs aujourd'hui, mais au travers de ces 4 critères qui vont être la data, que l'on va être capable de collecter, encore une fois, ID-less, cookie-less, des formats, des créas, et un environnement, un cadre de diff qui va être pertinent. Tout ça, bien évidemment, mesuré par des acteurs tierces qui vont ensuite, derrière, être capables de confirmer les résultats de campagne. Et voilà. Merci. Merci beaucoup pour ton intervention, Christophe. C'est très clair. En tout cas, j'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous maintenant concernant cette stratégie de Personified Advertising. Et là où l'intervention de Christophe se joint parfaitement avec notre philosophie chez Apidemix, c'est notamment par rapport à la place du déclaratif. Pour illustrer un petit peu ce que disait Christophe, ou en tout cas pour reprendre ce qu'il disait, le déclaratif chez Augury se fait à travers des questions de profiling. Ça va être un petit peu la même chose chez Apidemix. Je rentre un petit peu vite dans le sujet, mais pour parler de notre nouvelle méthodologie,
et rentrer un petit peu plus dans le détail, on va parler des deux éléments principaux qui composent la nouvelle méthodologie cookieless Epidemics. Ces deux éléments, on va commencer par le premier, c'est le pixel cookieless. Le pixel cookieless est composé lui-même de deux éléments différents. Le premier étant le user agent. Peut-être que certains d'entre vous, sûrement d'ailleurs, sont déjà familiers avec ce qu'est le user agent, mais pour entrer un tout petit peu dans le détail sans trop approfondir, c'est un pixel qui va réussir à récupérer de manière non intrusive, avec toujours la notion de consentement qui est toujours demandée, des éléments propres au device du répondant, pas par rapport à des appétences personnelles ou quoi. Donc système d'exploitation, type de navigateur ou encore la version du navigateur. L'intérêt et l'inconvénient de ce pixel, c'est qu'il est large, c'est qu'il n'est pas unique. Et donc, il y a de fortes chances que vous partagiez le même user agent que certains de vos collègues. Il suffit que vous ayez le même système, que vous soyez sur le même navigateur de recherche, et voilà. Mais l'intérêt, c'est que vu qu'il n'est pas unique, on est beaucoup plus RGPD compliant que si c'était avec un pixel cookie tiers comme on le faisait jusqu'à maintenant. Et donc, on ajoute à ça un deuxième élément qui va être l'IP tronqué. L'IP tronqué qui est quand même beaucoup plus simple à comprendre, à savoir le fait de remonter une partie et seulement une partie de l'adresse IP du répondant. Donc à ce moment-là, on n'est encore une fois pas unique, c'est un élément qui va être partagé par plein d'autres personnes. En revanche, la relation conjointe de ces deux éléments permet d'avoir un pool de répondants dits exposés qui va être beaucoup plus étroit et beaucoup plus proche de ce qu'on avait l'habitude d'avoir avec de l'exposition réelle. Le deuxième élément, ici, c'est le point du déclaratif que je mentionnais juste avant, l'exposition probable. Cette exposition probable, elle peut prendre plusieurs formes en fonction du média qui va être utilisé par la campagne. Je m'explique, je vais utiliser des exemples. Prenons l'audio digital par exemple. Prenons un podcast qui était mentionné juste avant un petit peu par Odion. On va simplement demander au répondant si oui ou non il a l'habitude ou il a fréquenté récemment des environnements dans lesquels la campagne a sûrement été diffusée ou a été diffusée. C'est la même chose pour la VOL par exemple ou pour le display. VOL qui est le cas qui va être utilisé juste après pour la mesure test que je vais vous présenter. On va demander au répondant s'il a récemment fréquenté des environnements web dans lesquels la campagne a effectivement été diffusée. Évidemment, je vous propose une méthodologie, mais elle n'aurait aucune valeur si elle n'avait pas été testée auparavant. C'est pour ça qu'on va maintenant parler du test, qui est la slide juste suivante. Merci Andrea. L'enjeu de ce test, il est assez simple. C'est de prendre une même mesure. Ici, c'est une campagne qui a été menée avec Augury. Prendre une mesure et la diffuser de deux manières différentes. La première étant avec le pixel cookie tiers classique, et la deuxième avec notre nouveau pixel, notre nouvelle méthodologie cookieless. Et l'enjeu, évidemment, c'est de ne constater aucune différence ou très peu de différence entre les deux. Moins on constate de différence, plus les deux bassins d'exposés sont proches. Ce test se fait à travers 4 indicateurs principaux, assez phares chez Epidemics, et qui ont déjà été abordés depuis le début de la présentation: la mémorisation, l'agrément, la clarté et la considération. J'attire votre attention de manière un petit peu plus particulière sur le premier indicateur, celui de la mémorisation. De manière assez simple, c'est un indicateur qui essaie de constater le pourcentage de répondants au sein des exposés qui se souviennent avoir vu la campagne. Et donc, plus on a des taux qui sont proches entre la mesure test et la mesure initiale cookie tiers, plus on s'assure de la robustesse de notre nouveau bassin cookieless et donc de la fiabilité de notre nouvelle méthodologie. Je pense que vous avez eu le temps de le voir pendant que je le disais. On est à 26% exactement de mémorisation entre notre mesure test et notre mesure initiale. Attention, hein, ici c'est un exemple, on a mené une batterie de tests de mesures, en tout cas avec la même méthodologie, qui permettent de valider de manière un petit peu plus massive cette nouvelle méthodologie. Concernant l'agrément, la clarté et la considération, on passe de 34 à 38, 40 à 42 ou de 46 à 47 pour la considération. Aucune de ces différences n'est significative. Et c'est le cas pour l'ensemble des tests qu'on a menés. De manière générale, l'efficacité de ces tests et cette nouvelle méthodologie vont nous permettre plusieurs choses: conserver nos benchmarks, conserver notre fiabilité et conserver une robustesse d'analyse de manière générale dans un environnement publicitaire qui sera encore perpétuellement en mouvement. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Christophe et Raphaël. On va maintenant parler Retail Media avec Eric de Shopper Factory et Charlotte de Epidemics.
Bonjour à tous. Ouais, je parle fort en général, ça devrait aller. Ravie d'être parmi vous. Aujourd'hui, alors pour me présenter, Charlotte César, Head of Sales chez Epidemics. On va parler retail média aujourd'hui et j'ai le plaisir d'être accompagnée par Eric. Eric, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je suis ravi d'être là et donc je suis le directeur général et cofondateur de Shopper Factory. Alors Shopper Factory, c'est un trading desk qui est dédié au retail média. Donc on travaille principalement avec des marques de grande consommation, donc vendues dans la grande distribution, des marques d'alimentation, d'hygiène et de beauté. Merci Eric. Le retail média, pourquoi on va parler de retail média aujourd'hui? Puisque c'est la 3e vague de publicité digitale après le search et le social. Et le but du retail média, c'est de couvrir le parcours d'achat du consommateur et du prospect. Et on va utiliser différents types de données qui proviennent de magasins physiques, de sites marchands. Et donc, on va rentrer dans une stratégie omnicanale. Et cette stratégie omnicanale, elle va avoir un enjeu de complémentarité des médias. Et on va voir à travers cette présentation comment Epidemics a réussi à mettre en avant le potentiel de ces médias sur toutes les différentes étapes du funnel de conversion et comment Média Performance exploite ce potentiel pour répondre à ses objectifs. Ici, ce sont des données issues de notre benchmark. On va voir les forces des différents médias sur toutes les étapes du funnel de conversion, donc qui démarre de la découverte à la fidélisation client. Hyper intéressant pour le retail média qui utilise différents canaux pour aller toucher le prospect, le consommateur dans son parcours d'achat. Et donc, important de savoir quels médias utiliser et quand. Si on regarde la première phase de découverte, on constate que la CTV permet de gagner en notoriété. Le DOH, ici, met en valeur la marque et permet de générer de l'attribution, mais aussi permet de travailler l'image de marque spécifique et plus que les autres médias. Donc, du coup, de mieux positionner la marque. On remarque également que l'in-game est efficace pour travailler de la considération, donc plutôt bas de funnel. Et quant au display, il ne se démarque pas sur une étape du funnel en particulier. En fait, il va répondre à différents objectifs à tout moment. Et c'est de par la pluralité des possibilités qu'offre le display qui s'exprime sur toutes les problématiques. Et il va être particulièrement intéressant pour toucher des secteurs niches, comme le luxe par exemple, pour générer de l'intention. On va retrouver cette dynamique sur les performances de Shopper Factory et Média Performance. Ici, on peut voir les performances donc, que vous générez sur chacune des étapes du funnel et en réponse à vos objectifs. Du coup, il y a 2 choses importantes qui sont à souligner ici. Shopper Factory Média Performance couvre tout le funnel de conversion en articulant 3 médias différents, le display, DOH, vidéo online, donc toujours en réponse à vos objectifs. Et la deuxième chose importante, c'est que vous performez bien au-dessus du benchmark, bien au-dessus du benchmark, oui, tout à fait. Ouais. Et du coup, toujours avec un enjeu, donc ce qu'on va pouvoir justement, ce qui est nettement clairement au-dessus du benchmark, c'est ces indicateurs qu'on va retrouver ici, bas de funnel, qui sont en fait clés dans le cadre de votre positionnement. Ouais, alors pour préciser, c'est que Shopper Factory est une filiale de Média Performance. Juste que c'est vrai que c'est pas évident qu'il y a 2 noms de société. Enfin déjà quand il y a une société pour se rappeler ce qu'elle fait, voilà, faut s'en souvenir. Quand il y a 2 noms, c'est pas facile. Donc Média Performance c'est notre maison mère. Donc nous on est le trading desk, donc opérationnel pour délivrer les campagnes digitales. Média Performance délivre des campagnes en magasin. Hyper et supermarché via des écrans d'OH et du print, des stop rayons, etc. Voilà. Donc d'où notre présence en multiformat. Et d'où le fait qu'on réalise des études avec Epidemics sur soit des couplages de formats, magasin digital, soit des campagnes digitales seules, soit des campagnes magasin seules. Enfin, on fait un peu de tout, quoi. Et ce qu'on constate ici, c'est que la vidéo online, elle convertit et permet un bon ciblage pour retargeter les individus acheteurs de la catégorie du produit ou des produits concurrents.
Et globalement, les 3 formats, display, DOH, vidéo online, ils permettent de générer de l'intention, et notamment le DOH qui génère de l'intention spécifique. Et on va voir à travers le use case DOH qu'on a juste après, quel type d'intentions spécifiques sont générées. Ici, c'est les résultats d'une mesure BrainLift qu'on a lancée avec Média Performance pour l'annonceur de la marque, pour la campagne de l'annonceur de la marque HP. Le DOH, dans son emplacement contextuel, puisque ici on est sur un dispositif en magasin, montre clairement qu'il est positionné au bon endroit et au bon moment, puisqu'on remarque l'intérêt qui est nettement au-dessus du benchmark. Et cet intérêt qui permet de générer de l'intention spécifique, cette intention spécifique, elle permet surtout, donc c'est une intention de pousser à l'achat sur l'électronique et de profiter de l'offre en magasin. Donc c'est clairement gagné ici, puisqu'on y est. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, peut-être, Eric, là-dessus, sur l'expérience shopper qui est créée justement en magasin grâce à ce type de dispositif? Donc effectivement, nous on adresse, alors on peut réaliser des campagnes en DOH, soit en programmatique, soit in-store. Ce qui se passe, c'est les shoppers. Alors, comme nous on travaille en retail média, c'est avec notre cible, ce sont les shoppers. Alors le shopper, ce sont, autrement dit, avec un langage télé, ce sont les responsables des achats. Et donc ce sont les gens qui sont souvent encartés dans les enseignes, qui font les courses et qui les payent. Donc c'est quand même une cible spécifique, on n'adresse pas le consommateur en général. Donc forcément, sur des critères d'intérêt ou d'intention spécifique, si notre ciblage est bien réalisé, on va pouvoir remonter beaucoup plus fortement que sur des campagnes qui sont ciblées sur des consommateurs en général. Mais après, ça c'est vraiment l'intérêt du retail média, de pouvoir soit offline, soit online, avoir un ciblage le plus pur possible avec le moins de déperdition. Et c'est vrai que nous, comme on joue nos campagnes, alors pour les campagnes offline, en magasin, en grande distribution, les taux de transformation des enseignes de grande distribution, hyper et supermarchés, c'est 90%. Donc 90% des visiteurs réalisent un acte d'achat en magasin. Donc vous avez quasiment que des acheteurs en magasin. Donc forcément, la présence de publicité, que ce soit des écrans d'OH ou du print en magasin, vont permettre de démultiplier les performances publicitaires en bout de chaîne. Et donc c'est ça qui est intéressant de voir dans ce cas. Et parce que là, on a mesuré une campagne d'OH pour HP qui avait lieu en magasin. En parallèle, on faisait aussi des campagnes display pour HP, d'accord. Mais les deux, pour cet annonceur, les deux n'étaient pas forcément liés, n'avaient pas forcément même lieu au même moment. Des fois, on fait des couplages très purs où les campagnes digitales et magasins sont totalement couplés en termes de timing, de créa, de format, etc. Là, c'était pas le cas, mais même là, on peut voir que les deux se complètent quand même. Merci Eric. On va voir un prochain use case ici sur le display où on va couvrir une autre étape du funnel. Une mesure BrainLift lancée pour la campagne d'une marque de viennoiserie industrielle. On va retrouver les KPI de performance qui sont nettement au-dessus d'une benchmark globale sur l'industrie alimentaire ici. Ici, ce qui est intéressant de remarquer, c'est la mise en valeur de la marque avec une excellente attribution. Et donc la capacité à faire prendre conscience à l'individu que la marque existe pour générer de l'intention. Et cette intention spécifique, on la voit ici, qui est également nettement au-dessus du bench. Et je pense qu'ici, on peut constater l'intérêt du retargeting, puisque la question du dernier achat qui permet de qualifier le répondant, on voit que grâce au display, on est capable, nous sommes capables de retargeter les individus acheteurs du produit ou du produit de la concurrence, et donc la capacité à les recruter, ces gens-là. Donc Eric, il y a eu un point intéressant que tu avais évoqué sur le fait qu'aujourd'hui, comment nos mesures BrainLift vous aident à optimiser l'expérience shopper, vous aident à optimiser vos campagnes clients. Oui, alors c'est vrai que le retail média s'est construit, alors ça a une petite dizaine d'années, le retail média, notamment digital, s'est construit sur la promesse de dire on va faire des campagnes sur vos acheteurs ou sur des acheteurs, en digital, en vidéo, en display, sur les réseaux sociaux, et on va pouvoir voir les répercussions, l'impact de ces campagnes sur les ventes en magasin physique. Donc c'est une super promesse, c'est pour ça que le retail média a eu beaucoup de succès tout de suite. Alors après, dans la réalité, campagne après campagne, c'est pas super évident d'exécuter non plus, à exécuter, et surtout ça demande en fait des prérequis. Si vous voulez vraiment qu'une campagne de display impacte vos ventes en magasin,
voilà, il faut quand même un certain budget, il faut atteindre un certain reach, une certaine pression publicitaire. Voilà, ça ne se fait pas en claquant des doigts et ça ne se fait pas avec 10 000 euros. Donc ce qui se passe, c'est qu'au début, forcément, nous, on suivait cette tendance marché, de dire le retail média, ça permet d'impacter les ventes en magasin. Mais on s'est dit que, comme le marché allait vers le plus de complexité possible, il y avait une étape intermédiaire aussi qu'on pouvait faire avec le brand lift. Et le brand lift met bien en valeur le premier avantage du retail média, qui est d'être un média sans aucune déperdition sur la cible. Quand vous faites du média planning classique, vous avez forcément de la déperdition sur le ciblage. Si vous voulez toucher des femmes de 30 ans qui sont CSP+, vous allez pouvoir, en digital par exemple, vous allez pouvoir puber sur des sites comme, je sais pas, Vanity Fair, Vogue, Cosmo, etc., qui sont des très bons sites féminins avec du très bon contenu. Mais par contre, vous aurez forcément une déperdition sur la cible. Vous n'aurez pas que des femmes sur ces sites. Vous allez avoir 20, 30, 40% d'hommes. Et c'est quelque chose de normal. Et ça, c'est pas quelque chose d'évitable. En retail média, il n'y a pas de déperdition sur la cible. Si vous voulez des acheteurs de produits petit déjeuner, de brioche, etc., de pain complet, on va uniquement vous proposer des segments d'acheteurs chez Auchan et U, par exemple, qui achètent ces catégories de produits. Et donc forcément, quand vous êtes sûr de votre ciblage, quand vous êtes sûr qu'il n'y a pas de déperdition sur la cible, quand vous réinterrogez ces acheteurs après, vous avez des réponses qui ne sont pas biaisées et qui sont vraiment bien exploitables. Et donc notamment sur l'attribution, c'est vraiment important comme indicateur pour nous parce que ça montre bien que les shoppers exposés à la campagne n'ont pas eu de confusion sur la marque et sont capables, dans des proportions élevées, de restituer la marque qui était exposée dans la campagne, en fait. Et donc, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que ça met en valeur la qualité du ciblage, voilà, le fait qu'il n'y ait pas de déperdition, et ça met aussi en valeur le fait qu'on est capable justement de couvrir le parcours shopper d'une manière très homogène et d'atteindre des niveaux de reach élevés sur la cible. Voilà. Donc ça met en valeur plusieurs métiers, dont le trading média chez nous. Merci Eric, très intéressant. Et enfin, on a un dernier use case qui va nous permettre de couvrir tout le funnel, puisque ici, les résultats d'une mesure BrandLift activée sur de la VOL pour une marque de produits laitiers. Ou encore une fois, et je vais te laisser commenter Eric aussi cette partie-là, l'efficacité du ciblage, une attribution qui est nettement au-dessus du benchmark. Et je pense qu'on peut reparler également ici de l'efficacité du retargeting, la capacité à retoucher les individus acheteurs des produits de la marque, où on va aller jusqu'à la fin du funnel pour générer de la fidélisation. Ouais. Alors c'est vrai que c'est important cette partie retargeting parce que comme notre ciblage, on est 100% sur cible, on veut vraiment interroger les gens qui ont été exposés à la campagne car on sait qu'ils sont à 100% dans la cible. Donc ça permet de maintenir cette qualité d'exposition et après de mesure. Là c'est un cas assez intéressant. Alors on ne peut pas parler de la marque, mais c'est une marque qui fait des produits laitiers qui est très connue. Sur un de ses produits phares, ils avaient changé la recette. Et voilà, et la recette n'a pas du tout été appréciée par les consommateurs. Donc c'était une situation compliquée à gérer, surtout quand c'est une marque historique. Et donc ils ont dû un peu rétro-pédaler, tout en gardant la nouvelle recette et en la rebrandant, ressortir l'ancienne recette. Bon, voilà. Après, ils changeaient de recette pour des bonnes raisons, notamment de naturalité, santé, etc. Mais voilà, si ça plaît pas, ça plaît pas. Quelles que soient les motivations et la bonne volonté derrière. Et donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'enjeux. Il y avait vraiment un double enjeu sur cette campagne de mesurer les ventes en magasin. Donc ça, alors on fait pas ça avec Epidemix, mais pour voir si justement la rectification du message de la gamme, la ressortie de l'ancien produit refaisait décoller les ventes. Parce que quand vous avez un produit qui ne plaît pas, les ventes elles plongent. Hein, c'est inévitable, quoi. Et comme c'est un de vos produits phares, c'est quand même très compliqué à gérer. Et on avait besoin de BrandLift aussi pour voir si justement, pour comprendre, enfin pour voir si les consommateurs de la marque allaient potentiellement justement, avaient compris le message, la différence entre les deux produits, parce qu'un produit qui avait évolué est finalement redevenu deux produits différents, quand même différents, et notamment si les intentions d'achat repartaient à la hausse. Parce que les achats, on les voit avec la mesure des ventes, on a notamment fait ça avec LiveRamp par exemple, l'intention d'achat, on la voit pas. C'est quelque chose d'assez différent. Et après, les shoppers changent d'enseigne, vous faites votre course dans 2 ou 3 enseignes. Donc si on suit les ventes dans 2 enseignes, s'il manque de peau, vous achetez le produit dans la 3e, on va pas pouvoir le mesurer, même si au final il y a une vente,
elle va nous échapper, entre guillemets. Donc l'intention d'achat qu'on peut mesurer avec Epidemics, ça permettait de voir par rapport aux concurrents, qui justement avaient repris des parts de marché avec ce lancement, enfin avec ce changement de recette ratée, si justement la marque promue dans la campagne remontait justement dans le top des intentions d'achat versus les concurrents. Et donc c'était le cas. Donc voilà, donc cette campagne a bien marché. Et c'est vrai qu'on est ravis d'avoir sur ces 3 campagnes et sur d'autres, de dépasser les benchmarks d'Epidemics sur des items importants pour des marques de grande consommation. Ce sont d'excellentes performances, en effet. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va clôturer cette série d'interventions en parlant de créa avec Anne d'Orixa et Laetitia d'Epidemics. Eh ben, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. On va essayer de faire vite et bien parce que je pense que vous avez tous envie d'aller boire un coup. Donc voilà. Je me présente très rapidement. Je m'appelle Anne. Je suis directrice de la stratégie au sein d'Orixa Media. Orixa Media, on est une agence de marketing digital et on accompagne des tas de marques sur plein de problématiques digitales. Voilà. Un sujet intéressant, j'espère, celui de la création. La créa comme sublimateur de l'efficacité publicitaire, là aussi un titre hyper sympathique. On travaille la créa jusque dans les titres. Tout à l'heure, dans le premier sujet, Guillaume ou son intervenant, je ne sais plus, parlait du lien et du bon vieux, le bon message à la bonne personne, au bon moment, etc. Alors oui, ça fait un peu tarte à la crème pour reprendre ces termes-là, mais ça reste quelque chose de plus qu'important et on va essayer de montrer ça. Pourquoi on s'intéresse aujourd'hui encore et toujours à la création et à son importance dans le calcul de l'efficacité d'une campagne publicitaire? C'est d'abord parce que ce chiffre, ou ces 2 chiffres, cette comparaison plus exactement, en 1980, chaque individu était affecté, pour le dire comme ça, chaque jour à 200 messages publicitaires. Aujourd'hui, il y a 3 ans, donc peut-être que depuis 3 ans ça a évolué, mais il y a 3 ans, c'était 1200 messages qui nous étaient adressés chaque jour. Donc, pour le dire comme ça, sortir du lot, c'est pas très facile. Et c'est bien là toute la question, comment on fait quand on est un message parmi 1200 pour que ce soit notre message qui soit celui qui est retenu et qui, du coup, amène l'efficacité en fonction, évidemment, de l'objectif qu'on cherche à viser. Cette multiplication des messages, elle est aussi due à la multiplication des points de contact. On a déjà parlé, donc je ne vais pas rentrer très longuement sur le sujet, mais typiquement, la DOH, c'est quelque chose qui est apparu il y a quelques années, qui se multiplie et qui est pris en main par encore plus d'annonceurs, puisque si on compare le premier semestre 2023 à toute l'année 2022, on avait 70% de plus d'annonceurs qui étaient présents en DOH. Donc c'est dire si typiquement cette typologie-là de points de contact est de plus en plus prégnante et du coup, là encore, de plus en plus de messages nous sont diffusés via ces affichages partout dans la ville, dans les magasins, les pharmacies, les salles d'attente des médecins. Chez Orixa Media, évidemment, on a à cœur d'avoir cette réflexion autour de la bonne création, etc. On le dit parce que ça peut servir servir en partie notre propre métier et notre cause, pour le dire comme ça, mais on n'est pas les seuls à le dire. Évidemment, les plateformes avec lesquelles on travaille, ici Meta, sont assez d'accord pour dire que la création en tant que telle a un impact sur la performance. Donc c'est pas juste sur c'est joli, c'est chouette, on est content en tant qu'annonceur de faire passer un message qui nous semble beau ou intéressant par rapport à notre marque, mais c'est aussi en termes d'efficacité. Meta dit que 50 à 80% de la performance des campagnes d'acquisition proviennent de la création graphique. On peut trouver d'autres chiffres. La création participe à 56% du ROI des campagnes. Une bonne création permet d'augmenter de 12% les ventes versus une campagne dépourvue de création dite impactante par la plateforme en tant que telle. Bref, que ce soit les agences, les annonceurs, les régies, tout le monde est d'accord pour dire que la création, ça compte. Alors bien sûr, tous et toutes autour de cette
table, salle, vous savez qu'on a plein d'indicateurs qui nous permettent de savoir si une création, un message en tant que tel, du coup, sert une certaine performance. On a des indicateurs sur des campagnes de performance qui vont être très habituels, un retour sur investissement, un volume de vente, un chiffre d'affaires, un panier moyen, blablabla. Sur des campagnes de notoriété, d'autres indicateurs viennent nous aider à savoir si la campagne et donc le message sert notre objectif, des taux de clics, on a parlé de taux de complétion tout à l'heure, même si les KPI, etc., bref, vous avez compris. Et quand on est en offline, on a peut-être moins d'éléments qui nous permettent d'aller dans la finesse des indicateurs, mais pour autant, il y a plein de choses qui sont utilisées par les publicitaires, les annonceurs, etc., pour pouvoir se dire, tiens, ça fonctionne, ça fonctionne moins. Donc tout ça, ce sont des indicateurs dont on se sert tout le temps pour justement optimiser notre message créatif et pas que le dispositif média en tant que tel. Typiquement, ça peut nous servir dans l'optimisation quotidienne des campagnes. Donc, dans notre travail chez Orexa Media, on va pouvoir se poser la question sur des bons vieux A/B tests, comme on peut toutes et tous en faire. Si on prend ici l'exemple de l'UNICEF, on pense souvent qu'avoir un message très spécifique sur une campagne à un moment donné va nous permettre d'atteindre des performances plus fortes. Ici, on est sur une campagne d'appel à dons. Régulier, donc pour que vous vous engagiez, n'hésitez pas à le faire, à donner 10 € par mois, ici donc pour l'UNICEF et la cause globale des enfants. On avait plusieurs approches, des kits très spécifiques, conflits, épidémies, climat, relatifs aux différents combats menés par l'UNICEF en tant que tel, et puis un kit plus générique, celui-ci où on ne mettait pas du tout notre main à couper, que ça allait être celui qui allait fonctionner. On se disait plus, tiens, peut-être que par rapport à la situation actuelle, le sujet conflit serait le plus performant. Et bien pas du tout, finalement, c'était l'aspect très générique qui a été le plus efficace, avec des gains de performance entre plus 12 et plus 15% sur un indicateur spécifique qui était le taux de conversion versus tous les autres. Et donc ça, finalement, au quotidien, ça nous sert, comme ça peut vous servir, à optimiser, laisser tomber tel asset créatif, mettre plus d'argent sur l'autre, ou changer complètement sa création pour que tout soit finalement un peu plus comme celui-ci, une création plus classique, finalement plus en adéquation avec une cible de donateurs, etc. Mais la question de l'efficacité de la création, et donc encore une fois de cette adaptation, elle n'est pas que dans un aspect court terme, elle doit aussi être vue dans un aspect peut-être plus long terme. Et c'est là qu'on travaille souvent en corrélation avec Apidemix pour voir finalement si notre création elle est efficace, encore une fois, pas uniquement sur le court terme. Je reprends ici un exemple du secteur caritatif, non pas qu'on ne travaille que pour les structures caritatives, mais parce que c'est des exemples que j'aime bien, pour des tas de raisons. On a travaillé pour l'UNHCR. Alors, je ne sais pas si parmi vous, beaucoup de personnes connaissent l'UNHCR. Mais bon, c'est une structure caritative. Pour sa campagne de fin d'année 2022, si je ne me trompe pas, on avait un visuel clé qui était celui-ci, donc avec cet enfant, cette accroche, un appel relativement clair. L'action visée derrière était assez évidente. Ça a été la campagne de collecte de fonds la plus incroyable en termes de performance pour l'UNHCR, donc une vraie réussite. Donc on peut se dire, super, cette création, elle a permis de faire une performance inégalée. Pendant que la campagne tournait, petit pixel Apidemix, on arrive à du coup proposer aux personnes exposées versus les non exposées un questionnaire avec notamment la question « Vous comprenez de cette publicité que ?» Et là, un ensemble de choix possibles sur « Vous comprenez de cette publicité que le HCR agit en faveur des personnes déplacées ?» Je ne sais plus exactement comment on l'avait tourné. « Vous comprenez de cette publicité que le HCR a besoin d'argent ?» Vous comprenez de cette publicité que le HCR est un organe des Nations Unies ? Vous ne comprenez pas cette publicité. Et finalement, on s'est rendu compte que 42% des personnes exposées avaient choisi « je ne comprends pas cette publicité ». Et ça, c'est quand même un problème sur la clarté du message qu'on est en train de diffuser en tant que tel. Et puis à plus long terme, sur justement qu'est-ce qu'on va faire de tous ces donateurs et nouveaux donateurs qui sont arrivés au HCR. Ils sont arrivés en cliquant sur ça, ils ont fait un don à partir de cette publicité-là, mais ils n'ont pas du tout compris pourquoi, pour quel type de structure et quel était l'objet de la structure en tant que telle. Du coup, à plus long terme, ça pose des questions sur la fidélisation de ces personnes-là, le niveau de pédagogie qu'on va être amené à devoir faire pour faire en sorte qu'elles nous soutiennent encore et toujours. Et c'est là où finalement le diagnostic créatif a un impact, encore une fois, à court terme certes, mais aussi à beaucoup plus long terme, et en tout cas
la réflexion sur la création en tant que sublimateur de l'efficacité publicitaire doit être pensée sur ces deux temporalités. Bonjour à tous, je vais prendre la parole maintenant puisqu'on a beaucoup parlé de l'efficacité publicitaire, des performances qui pouvaient être maximisées grâce à la créa. On ne pouvait pas vous laisser partir évidemment sans quelques pistes d'optimisation, donc on vous les donne maintenant. Donc ici vous sont présentées les corrélations véritablement qui existent entre ces KPI de diagnostic créatif par rapport aux KPI d'impact. Donc on a choisi des KPI qui reviennent très souvent chez Epidemics, qu'on utilise beaucoup et qui vont être assez représentatifs des différents objectifs de campagne. Et on a regardé en fait les corrélations qui existaient entre ces indicateurs. Donc vous avez les indicateurs de diagnostic créatif que sont l'intérêt, l'agrément et la clarté. L'intérêt étant le fait que la créa, les messages de cette créa soient pertinents ou non pour les personnes ciblées, comme on l'a dit plusieurs fois. L'agrément qui est lié au fait que la créa plaise ou non, donc davantage un sentiment agréable lié à la publicité. Puis le KPI de clarté qui met en avant le fait que la créa soit comprise ou non. Ici, par rapport à ces indicateurs d'impact, on voit que grâce au cercle de couleurs représenté ici, on voit qu'ils n'ont pas tous les mêmes corrélations. Donc si on regarde par exemple pour un objectif, une campagne avec un objectif de branding, on va regarder cet indicateur d'image de marque, on voit que c'est l'indicateur de clarté, donc le fait que la créa soit bien comprise, qui va donner un effet multiplicateur à l'objectif d'image de marque. C'est-à-dire que pour un point gagné sur la clarté, on va avoir un effet démultiplicateur sur l'image de marque. On voit en revanche que sur la considération et l'intention spécifique, c'est davantage la pertinence des messages qui a cet effet. Donc pour parler plus concrètement, on a des chiffres assez concrets, c'est-à-dire que si on prend les 25% des campagnes qui sont les plus intéressantes, on a observé chez Epidemics qu'on avait une intention d'achat en moyenne de 8 points supérieurs au benchmark. Donc c'est énorme, on constate véritablement l'effet multiplicateur. Et de même, sur un objectif de branding, donc sur l'indicateur d'image de marque, c'est en prenant les 25% des campagnes les plus plaisantes qu'on observe un impact de 4 points supérieur au benchmark sur l'image de marque. Donc à nouveau, un effet véritablement multiplicateur, ce qui prouve la pertinence et vraiment l'intérêt de s'intéresser à ce diagnostic créatif et à travailler sa créa. Et on va aller un peu plus dans le détail sur les slides suivantes. Donc toujours en regardant nos objectifs de campagne, ici on va aller s'intéresser à l'objectif d'awareness, donc le fait d'accroître sa notoriété. Et chez Epidemics, pour avoir une mesure encore plus large des performances de campagne, on va interroger à chaque fois quels sont les tons, quelles sont les promesses liées à chaque publicité montrée. Et là, on va aller regarder lesquelles sont les plus pertinentes, lesquelles sont les plus impactantes sur chacun de ces objectifs de campagne. Donc, par exemple, pour l'awareness, on voit bien le match lié aux applications de rencontres. On voit que le ton le plus pertinent, donc le ton, ça va être la manière dont on s'adresse aux gens, à nous. Le ton le plus pertinent va être le ton expérientiel. Donc le fait de faire vivre à travers les publicités une expérience unique aux clients, aux consommateurs, ou à vous et à nous. La promesse associée la plus performante, c'est la promesse d'une marque, d'un service plaisant. Donc la promesse, qu'est-ce que c'est ? C'est les bénéfices qui vont être affiliés à la marque, au produit. Donc là, on voit que le best match, c'est avoir un ton expérientiel associé à une promesse d'une marque, d'un service, d'un produit plaisant.
Ensuite, la meilleure manière d'accroître sa notoriété, c'est aussi d'associer une promesse au temps expérientiel, donc c'est toujours le meilleur, d'associer le fait de faire rêver à travers sa marque, à travers son produit. Et si on passe à la troisième, c'est aussi le fait d'appuyer sur la performance du produit, donc le fait de mettre en avant les bénéfices donc de la marque ou du service ou du produit, liés toujours au ton expérientiel, donc le fait de vivre une expérience unique. Ensuite, sur un objectif de perception, donc si on veut travailler la perception de sa marque, le meilleur match, ça va être d'associer un ton expérientiel toujours avec la performance en termes de promesses. Le ton sympathique aussi, nous ne l'avions pas encore vu, le ton sympathique associé à la promesse d'une marque ou d'un service plaisant va aussi être très performant pour travailler la perception de marque. C'est souvent les tons et promesses associées comme esthétique et fait rêver, qui sont associées notamment au secteur du luxe aussi. Et dans le luxe, on va beaucoup utiliser cette combinaison, puisque on voit souvent des créas un peu oniriques, un peu jolies de fait, qui vont être très performantes pour travailler la perception de marque. Pour un objectif ensuite de considération, donc le fait de développer sa préférence de marque, d'appeler la marque en tant que marque top of mind dès lors qu'un besoin va se faire ressentir. Il faut insister sur un ton sympathique et la promesse toujours d'un univers onirique qui marche parfaitement. Et retenez bien cette combinaison puisqu'on va en reparler. Ensuite, le ton simple avec le bénéfice d'une marque qui se démarque, d'un produit qui se démarque, qui se différencie des autres, va également être très impactant. Et puis, pour finir, le fait de se démarquer avec un ton esthétique va également être très efficace. Et pour finir, pour générer des ventes, ce qui va tous nous intéresser beaucoup, associer un ton esthétique toujours avec la promesse de performance, donc d'être la meilleure marque, le meilleur produit, est également très efficace, associé à une promesse plaisant également. Et puis pour finir, le ton expérientiel qui revient ici. Pour illustrer un petit peu tout ce qu'on a dit, même si ce n'était pas si long que ça finalement, un cas sur une campagne qui est en train de tourner actuellement pour la marque Tonies. Alors je ne sais pas si parmi vous il y a beaucoup de gens qui connaissent Tonies, mais c'est une marque qui est entrée sur le marché français il y a un peu moins de 2 ans et qui commercialise des boîtes à histoire. Donc les parents d'entre vous peut-être connaissent ça. On a lancé une campagne sur le long cours avec une logique de travail de l'awareness jusqu'à l'intent, donc travailler la notoriété de la marque, faire en sorte que les personnes considèrent cette marque pour qu'elles aillent jusqu'à l'intention d'acheter et effectivement acheter derrière le produit qu'on voit là, qui est justement cette fameuse boîte à histoire. Vous voyez du coup cette publicité qui tourne, elle a d'abord été testée puisque, encore une fois, on est ici sur une phase d'abord d'awareness pour nourrir la considération, donc si on reprend notre grand objectif ici, c'est de faire en sorte que les personnes connaissent Tonies et se disent tiens, je vais y penser pour mon prochain achat, notamment Black Friday ou Noël, etc. On a d'abord testé cette campagne sur des indicateurs très classiques d'optimisation du plan média. Donc on l'a testé versus une autre approche plus simple peut-être, plus pragmatique, sur des taux de complétion de la vidéo et des taux de clics dans les univers qui permettaient le clic. C'est celle-ci qui a performé, donc c'est pour ça qu'on ne montre que celle qu'on a généralisée. Et puis en parallèle de ça, on a fait tourner un Brand Lift Epidemics qui donne ces magnifiques résultats. Oui, donc je vous avais dit de bien retenir la combinaison sympathique et fait rêver. Ici, je vous jure, c'est pas des résultats truqués. C'est véritablement une super combinaison qui a permis de hisser ce Brand Lift comme étant dans le top 5 des meilleurs impacts sur la considération. Donc c'est à nouveau la concrétisation du fait que travailler la créa, et en ces termes, en utilisant un ton sympathique et avec une promesse qui est de faire rêver, qui permet ce bel écart sur la considération et qui se déporte même sur l'intention d'achat.
Donc voilà, d'excellents résultats. Je pense qu'on a prouvé ici le fait que prendre du recul sur la créa, sur l'optimisation de cette créa par rapport aux objectifs de campagne peut réellement faire performer particulièrement les impacts de campagne. Donc voilà, vous avez maintenant quelques clés pour pouvoir l'utiliser de la meilleure façon. Merci à tous pour votre écoute et merci à tous nos speakers. Les conférences sont terminées et vont laisser place au cocktail. On a hâte de trinquer avec vous. Et pendant le cocktail, on vous a préparé un petit dispositif de data visualisation participatif. Donc il y a des affiches qui sont accrochées au mur et qui présentent des questions, plutôt des affirmations qui sont liées aux thématiques qu'on a abordées cet après-midi. Et on vous propose d'exprimer votre avis à l'aide de petites gommettes qu'on va vous mettre à disposition pour exprimer si vous êtes plutôt d'accord, pas du tout d'accord avec les questions qui sont affichées. Merci encore et c'est parti. Allons boire un verre.